Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info, votre rendez-vous hebdomadaire. Vous le savez, toutes les semaines, nous revenons avec vous sur l'actualité de la semaine qui s'est déroulée. Ce soir, samedi, nous allons voir ce qui s'est passé ici à Mayotte avec un invité que je vous propose d'aller découvrir. Je suis maintenant avec mon invité, il s'agit de François Chambard qui est formateur des travaux publics et de l'environnement routier. Bonjour François. Bonjour à tout le monde. Alors on est ici à Cavani, on est dans un lieu que vous connaissez particulièrement. Tout à fait, puisque j'habite juste au fond du terrain de foot, à côté de la mosquée du Vendredi, avec une femme avec qui je partage ma vie depuis de nombreuses années. Alors François, on est ici pour parler de l'actualité de cette semaine à Mayotte. On va commencer par ce sujet, ces dépenses qui font grand bruit au conseil départemental, qui font également polémique surtout. Je vous propose de regarder ce reportage, on en parle juste après. Une inauguration de l'amphidrome Georges Naouda qui aura coûté cher à la collectivité. En 2014, pour l'aménagement du parking, le mobilier, la clôture, la création de cadres sanitaires et la réalisation d'espaces verts, plus de 650 000 € auraient été dépensés par le conseil départemental. Une somme gigantesque qui pourrait pousser la justice à demander des comptes, notamment en ce qui concerne la distribution des marchés. La loi, en tout cas le principe de marché, dit ceci. Dès lors que vous achetez avec des fonds publics, même à partir de 1 €, il faut consulter au moins 3 entreprises. Après, il y a d'autres procédures. Mais encore une fois, à partir de 1 €, il faut consulter. Pour prendre, pour avoir un choix à la fois sur la qualité, puisqu'on a mis des critères de qualité, à la fois sur le prix, parce qu'on peut faire des économies, c'est le principe même des marchés publics, mais aussi, en même temps, sur la fiabilité aussi de ce dont on commande. Autre sujet à questionnement, la location de chapiteaux pour la gare maritime du STM à Mamoudzou. Le conseil départemental ayant engagé des travaux de réfection du bâtiment, des tentes ont été louées auprès de la société FM pour une durée de 3 ans, moyennant 9 000 € par mois, soit 324 000 € en tout. À Mayotte, je connais plusieurs entreprises qui disposent de chapiteaux. Oui. Déjà, il faut savoir, est-ce que tout le monde a été consulté? C'est ça encore. Le vrai problème est là. C'est-à-dire que tu ne peux pas, de gré à gré, si tu peux le faire, lorsqu'il y a une urgence mais extrême. Mais là, sur ce cas précis, il faut chercher, est-ce que toutes les entreprises à Mayotte qui font cette prestation, qui sont susceptibles de louer des chapiteaux, ont été consultées. Voilà, c'est la base même de la loi sur ces questions-là. Ouais. Sinon, il y a manifestement un vice de procédure ou on peut appeler tout ce qu'on veut. La proximité entre le monde politique et celui des affaires est bien souvent très, pour ne pas dire trop étroite, et cette histoire pourrait bien une nouvelle fois le révéler. On suppose que la prestation a été réalisée. Oui. Maintenant, est-ce que ceux qui l'ont réalisée ont été choisis dans les règles? Deuxième interrogation. Et troisième interrogation, est-ce que les montants indiqués correspondent réellement à la prestation? Moi, à leur place, je prendrai en compte un certain nombre d'éléments. Notamment, parce que l'histoire des sanitaires, combien? 4 sanitaires à ce montant-là? 197 000 €. Oui, c'est un peu gros. Il faudra vérifier si les prestations ont été réalisées. Et combien coûterait avant de payer? Moi, à la place de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, combien cela coûterait avant de payer? Il appartient maintenant aux nouveaux conseillers départementaux de faire la lumière sur ces dépenses qui pourraient fort bien faire grand bruit et intéresser la justice.
Des sommes estimées trop importantes pour les travaux réalisés. François, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, alors ma position est un peu difficile puisque j'ai été également comme entrepreneur dans l'île et j'ai travaillé aussi pour les classes scolaires justement où on avait un coût donné approximatif du mètre carré dans lequel on devait s'aligner et plusieurs entreprises devaient répondre obligatoirement aux appels à la demande de cotation pour faire répondre à ce marché-là. Également, il y avait le sujet de la possession des terrains pour savoir pour l'agrandissement des écoles comment ça se passait. Et donc moi j'étais avec mon ami principalement dans les maisons démontables qui demandaient aucun permis de construire et qui pouvaient être démontés dans l'avenir si des bâtiments en solide seraient construits. Alors sur le problème des prix, comment sont définis les prix et comment on donne le marché à telle entreprise ou telle entreprise. Ça a toujours été un problème mondial, je crois, puisqu'il est difficile de dire s'il y a eu des arrangements ou pas des arrangements. Mais qu'il en soit, qu'il est vrai, d'après le reportage qui vient de se dérouler, qu'il est nécessaire de demander aux entreprises du pays de répondre à des marchés et de oublier personne pour qu'il n'y ait pas de polémique après. Parce que là, en l'occurrence, comme ça a été dit, donc c'était lors de l'arrivée de François Hollande ici à Mayotte l'année dernière pour l'inauguration de l'amphidrome Georges Naouda, des travaux d'urgence selon ce qui a été dit. Et du coup, les prix, a priori, bon, peut-être que ça a manqué un petit peu de contrôle et ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec ces sommes-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez déjà assisté à ce genre de situation où on a besoin absolument de réaliser des travaux ? Donc du coup, peu importe le prix que ça va coûter, on accepte. C'est difficilement acceptable parce que beaucoup de gens vont se sentir lésés. C'est l'argent public, c'est notre argent. Et est-ce que c'était vraiment une urgence ? C'est là le vrai problème. Qu'est-ce qu'on décide qui est urgent ? Qu'est-ce qu'on décide qui n'est pas urgent ? Qui doit faire appel d'offres ? Là est le sujet en fait. Comment on définit urgence ou pas urgence ? Alors aujourd'hui qu'on essaie de faire la lumière sur cette affaire, c'est tout à fait légitime, selon vous ? Oui, il faut toujours arrêter les abus ou les choses qui paraissent pas claires à 100%. Donc soulever le problème, c'est important pour que demain, ça ne se répète pas. On va passer à un autre sujet, François. On va parler de ce projet Mayotte 2025. Donc, le préfet Seymour Morsi était sur notre antenne, l'antenne de KTV, pour justement expliquer un petit peu de quoi il en est, de quoi il s'agit. Et on regarde ce reportage. Mayotte 2025 est en marche et le préfet Seymour Morsi a tenu à expliquer à la population les grandes lignes du document qui fixe l'avenir de Mayotte pour les 10 prochaines années. Car Mayotte 2025, qu'est-ce que c'est ? C'est le fruit de plus de 1000 rencontres, d'écriture individuelle. J'ai reçu des courriers, c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps, parce que je voulais gagner en confiance sur ce que les associations m'écrivaient, ce que les maires m'écrivaient, ce que les individus voulaient me rencontrer et me racontaient. Donc j'ai essayé de mettre un petit peu tout ça, mais indépendamment de ça, au-delà de ma petite personne, c'est 7 groupes de travail, présidés par 4 parlementaires, par le président de l'association des maires, par le président du conseil économique et social et environnemental, par le président du conseil général et départemental. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas le travail de petites personnes sur un coin de table, mais c'est véritablement quelque chose de collégial. Un travail de longue haleine censé répondre aux nombreuses difficultés auxquelles Mayotte est confrontée. Parmi les plus urgentes, l'insécurité monopolisait à elle seule des attentes considérables. Et pour y répondre, l'État a décidé d'allouer un giron de 16 nouveaux gendarmes ainsi que 44 pafistes. Un renfort jugé bien faible, mais que le préfet accueille à bras ouverts. Alors là encore, je fais quoi ? C'est une question. Ouais, mais je les rends. Non, est-ce qu'on ne peut pas en avoir plus ? C'est déjà pas mal. Voyons ce que l'on fait avec. Si des besoins, une fois qu'on a réorganisé, restructuré les choses, s'il y a d'autres besoins qui voient le jour, on ira. Mais les 44 pafistes, c'est quand même juste quelque chose qui est phénoménal. Au moment où on réduit la fonction publique partout, parce qu'il y a des gains de productivité qui se font ici ou là, on a compris, tout le monde a compris, le ministre de l'Intérieur l'a dit quand il est venu, et le Premier ministre également, on a besoin de renforts et on a eu ces renforts-là. Autre thématique et non des moindres, l'éducation. L'État va mettre 10 millions d'euros par an pour la construction d'écoles. Là encore, cela semble bien maigre pour combler les 600 salles de classe manquantes. D'autant plus que la dissolution du SMIAM complique encore et toujours la donne. Je redis ce chiffre-là qui est quand même juste phénoménal. 2013, 10 millions une classe.
fin 2014 pour la rentrée 2015, 14 millions, plus de 200 classes et 15 réfectoires. Hein. Donc je ne dis pas qu'on fait les choses mieux, je dis simplement qu'à un moment donné, il faut passer la surmultiplier. Dépensons déjà les 10 millions. Si jamais, par un hasard quelconque, il y avait sur certaines enveloppes l'incapacité que l'on aurait de pouvoir la dépenser, je pense qu'on aurait l'autorisation de donner plus d'argent. Mais le cadencement qui est le nôtre vise à clairement construire avec juste un point d'alerte, un point d'interrogation, c'est qu'on attend quand même que le SMIAM soit au clair sur son patrimoine. Hein, ils nous ont demandé 6 mois pour pouvoir faire en sorte d'avoir une visibilité là-dessus. Ils ont très très bien réglé la question du personnel, mais en revanche, je reste encore pas mal dans le flou sur jusqu'à la propriété même des classes qui auraient été construites sur certains terrains. C'est juste pénible. Pour ce qui touche à l'immigration clandestine, le préfet souhaite solutionner le problème à sa source. Autrement dit, seul un rapprochement avec les Comores pourrait permettre de ralentir les flux migratoires. Des discussions, et j'étais pas plus tard qu'hier à une réunion là-dessus, à la Réunion justement, où les Comores étaient représentés. Il faut qu'au moins sur cette question-là, on puisse traiter avec eux les flux qui viennent de chez eux. C'est à la source que le problème se pose. Les effets que l'on a sont des effets gigantesques, j'en ai conscience, mais c'est à la source qu'il faut essayer de travailler. Et donc pour ça, on est au-delà de la diplomatie, on est sur des contacts qu'il faut essayer de nouer de façon très, très pratique. Hein. C'est quelque chose qui est, à mon avis, dans les tuyaux et vous en entendrez parler bientôt. À Mayotte, il n'est pas rare que de grands projets soient en proie à voir le jour, mais c'est souvent le suivi qui fait défaut. Alors sur ce point, le document Mayotte 2025 a tout prévu. J'attire votre attention sur les pages 6 et 7 de ce document qui raconte qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire, tous les 3 mois, il y aura des responsables pour chacun des thèmes. Pour chacun des thèmes, il y aura des points de revoyure tous les 3 mois pour voir qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui n'avance pas et pourquoi ça bloque. Tous les 6 mois, ce point de revoyure se fera devant le président du conseil départemental et moi-même. Et tous les 12 mois, c'est devant le ministre qu'on ira rendre des comptes. C'est juste un élément de pression qui montre qu'on n'a pas besoin d'avoir des textes qui sont estampillés par le banc et l'arrière-banc, on a simplement besoin d'avoir de la volonté. Je pense avoir rencontré cette volonté-là et personne ne se hasarderait, je crois, à décevoir les Mahorais, tellement ils ont attendu ce document de perspective. L'attente a été longue et bien souvent synonyme de vive tension sociale. Ne pas décevoir, voilà tout le défi qui attend l'État à travers ce document pour que nous puissions enfin dire que tout vient à point. À qui c'est attendre? Un projet Mayotte 2025 qui a quand même beaucoup fait parler ici à Mayotte et qui continue encore à susciter des questions, des interrogations auprès de certains. Vous, concrètement, François, ce document, qu'est-ce qui vous inspire? Bon, alors tout à fait. D'abord, j'étais allé me renseigner cette semaine. Je suis allé au Conseil général et j'en ai parlé de ces documents. Et personne n'était au courant. Ah bon? Personne n'était au courant. Alors j'ai fait plusieurs bureaux et je suis étonné quand on nous annonce des choses dans les journaux, qu'on va au conseil général et qu'aucune personne de l'accueil ne puisse nous renseigner sur qu'est-ce qu'est le texte de loi, qu'est-ce qu'on attend, chez qui on va taper la porte, comment on fait pour demander si on veut intégrer ce mouvement, comment on rentre dans le système. D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez faire absolument? Connaître ce qu'il y a dans le document ou alors vous aviez une demande particulière à faire? Moi j'ai une demande particulière puisque j'ai décidé de m'installer sur Mayotte de nouveau, mais plus en tant qu'entrepreneur, mais en tant que formateur. Donc apporter des services sur le problème justement de tout ce qui est de l'entretien, que ce soit routier, de l'assainissement bien sûr. Donc j'aborde le sujet. Mais je veux dire, les textes sont bien, les idées, mais on parle de 2025, c'est long. Comme on dit dans le reportage, un certain monsieur qui précise qu'il ne va pas attendre encore 5 ans en vivant dans le souci des égouts. Alors, moi je suis toujours sur l'idée d'un développement différent. C'est que chaque quartier, chaque personne doit avoir, en disant son cantonnier, sa personne qui connaît les problèmes de son quartier et qui peut en référer à plus haut niveau, par sa commune, et après qui eux peuvent appeler des entreprises. C'est cette démarche-là qu'il faut suivre. Ce n'est pas simplement, on dégage de gros budgets pour un projet donné, mais il faut partir à la source. Il faut que l'information remonte.
Alors a priori, là, ça a été dit dans le reportage également, ce sont plusieurs réunions qui ont été faites, plusieurs rencontres avec des parlementaires, avec des élus, avec la population, les associations. Donc a priori, ce qui est dans ce document, ce sont des choses qui ont été remontées déjà venant de la population. Donc c'est quand même un peu ce que les gens attendaient, non ? Oui, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un gros budget qui a été lancé dans la formation, dans l'accompagnement, dans l'intégration des jeunes et des moins jeunes, formation professionnelle, pour arriver à répondre à tous ces soucis de proximité. Et bien sûr que l'assainissement est un gros problème dans le pays et qui est la priorité pour l'hygiène, la sécurité. Alors, on a également parlé beaucoup d'insécurité et parmi les mesures qui ont été faites, qui ont été prises, on a ces 16 gendarmes plus ces 44 pafistes. Est-ce que pour vous, c'est suffisant? Parce qu'a priori, aux yeux de beaucoup de Mahorais ici, ce n'est pas assez. Alors, je ne sais pas si c'est multiplier la répression qui va faire avancer les choses. Mettre plus de sécurité, ça veut dire quoi? Il y aura plus de gendarmes dans le carrefour. J'entends parler beaucoup de choses, puisque de plus en plus, j'entends parler de milices de quartier, en disant on va faire on surveille notre voisin. J'ai entendu aussi au journal télévisé de France, puisque c'est les vacances maintenant, les grandes vacances en France, et c'est le même système. C'est que le voisin surveille le voisin d'à côté, le voisin d'à côté surveille le voisin d'à côté. Bon, on ne s'en remet plus à la police, aux forces de l'ordre. Si, bien sûr. On n'a pas le droit de faire justice soi-même. Mais c'est déjà au moins s'auto-surveiller. Et si on voit quelque chose de bizarre passer chez son voisin, en référer vite et avertir. Anticiper en fait. Anticiper. Donc il y a plus que de force d'intervention par rapport à des appels. Je pense que ça serait une bonne chose. D'accord. Donc pour vous, c'est organiser les choses au niveau du quartier, au niveau d'une cellule un peu plus privée, pour après remonter l'information et justement faire appel aux forces de l'ordre pour qu'ils puissent intervenir et faire ce qu'il y a à faire en cas de besoin. Tout à fait, parce qu'il ne faut pas faire, je répète, on ne fait pas justice soi-même. Mais dire, attention, j'ai vu quelque chose qui se passe à côté, en référé, pour qu'il y ait des interventions rapides. C'est comme ça que je vois les choses. C'est comme au niveau routier, parce que moi je suis un routier, donc j'aime bien ramener ça à la route. C'est comme la route, quand on voit un trou qui se forme, et si on en réfère tout de suite, ça ne sera pas une crevasse. Le trou, on le répare tout de suite. Ça commence même de la fissure. Donc plus on prend à la base, mieux c'est. Alors sur le flux migratoire, il continue, c'est sûr. Bon, moi j'ai l'occasion de travailler aussi en juin. Quand on est au bout de l'île dans le noir et qu'on voit ce bout de lumière à l'horizon, comme on dit souvent l'Eldorado, ça donne envie de venir, tenter sa chance. Malgré les risques que ça comporte. Malgré les risques, et avec souvent une arrière-idée de pouvoir enfin avoir un papier qui permettra d'aller en Europe. Donc ce serait une étape. Je le vois plus comme ça, plus une étape d'attente pour pouvoir aller faire le grand voyage pour la partie clandestine. D'accord. On va passer à notre sujet où on en a parlé justement un peu avant. François, il s'agit de l'assainissement. On a vu ici à Mayotte, cela fait défaut. L'assainissement dans plusieurs villages, dans plusieurs villes est quand même à un niveau très reculé, on va dire. Et à Mtsapéré, les habitants en ont assez puisque les canalisations ont commencé à se fissurer avec les dégâts qui s'en suivent. On regarde ce reportage. L'île au parfum réserve parfois des odeurs dont tout le monde se passerait bien. Ces habitants du quartier de Mtsapéré en ont plus qu'assez de devoir patauger dans les eaux d'une fosse septique, d'autant plus que ce désagrément s'est déjà produit par le passé. Waya sulawa sofi vale engela kuruno afiti vota mraba vale ujaya a cause ya maji yao a chaque fois mtu ahose mraba ni nzuri na santia tumana harufu zile suringia singia wana wanatasigadwa wavua suristambia Stio ini madame kinir to joindre ngomba senda na 4-5 ans. Mana de gaini ya handra vuja de gaya vili vuja de gaya raru ini ya nemkini. Les eaux des canalisations s'écoulent depuis plusieurs jours sans que les autorités ne considèrent le problème que les habitants s'évertuent pourtant à signaler. Wala serikali kasona wale à chaque fois sendao raia expliquer tongo zone au kasijamba na wasuzingalia. Aujourd'hui, la situation dépasse l'entendement. Les habitants en ont assez et exigent des réparations rapides et efficaces, car dans le cas contraire, ils jurent de forcer les autorités à agir.
Du coup, ami, d'ici vendredi, ne ka kawaja komo wangalia tangu ilio mono, rezo pia peut-être regarder le pia secteur inwani sisibushi. Yo simambiani umenye fude jivu inondofanya usaf. Mana wamiti sonrobala, nsena na tseri. Na tseri shituzanyu zile amba muke obligé muje murege avasa. L'ultimatum est lancé et une chose est sûre, ces habitants n'attendront pas 2025 pour avoir le droit de vivre dignement. L'assainissement, une question ici à Mayotte qui pose problème. Vous qui justement êtes habitué à ça, comment vous voyez les choses? Bon, l'assainissement, on le rangera dans deux grandes catégories. Il y a l'assainissement où on est à la campagne quand même, où on peut faire son assainissement avec des champs d'épandage, on peut très bien gérer ses eaux usées, donc il n'y a pas de souci. C'est le problème urbain, puisqu'on a des fortes pentes, on n'a pas possibilité d'épandre sur des grandes surfaces, parce que la nature mange les choses automatiquement. Donc on est obligé de faire de l'assainissement. Le problème, c'est le toilette, bien sûr, là. le toilette local. Le toilette local, on va dire, chaque fois qu'il y a une case en tôle, il y a un trou. Et il y a des détritus à l'intérieur. Donc c'est ça, qui infiltre aussi tous les terrains, qui pollue nos rivières, qui rend le sol fragile. Donc, bien sûr, l'assainissement est une grande priorité. Mais comment gérer l'assainissement dans des maisons en tôle? Je ne sais pas comment, à quel niveau. Si c'est l'assainissement Ça a l'air compliqué, selon vous? Quand on est dans des maisons qui sont, disons, qui n'ont pas le permis de construire, qui sont là implantées comme ça, dire on va vous offrir l'assainissement, alors qu'on n'a même pas le droit d'être sur le terrain. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ces habitants qui se plaignent, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce qu'on a vu, ils ont posé un ultimatum, c'est que si ce n'était pas réglé, ils feraient ce qu'il y a à faire pour pouvoir justement vivre dans des conditions beaucoup plus décentes, parce qu'a priori, on l'a vu, les images le montrent, c'est quand même pas des conditions agréables à vivre, surtout pour des familles avec des enfants, souvent en bas âge. Donc ça veut dire qu'il faudrait créer des espaces communs, dans des zones non habitables normalement, comme je dis, donc c'est quand même souvent du clandestin qui a le problème d'assainissement, mais il ne peut pas dire je veux d'assainissement. Donc il est obligé de vivre dans tous ces avec problèmes. Les conséquences que ça comporte pour le voisinage. Qui subissent justement. Qui redescend et qui pollue tout le reste et qui déstabilise bien les terrains et puis qui donne de mauvaises odeurs et puis l'hygiène. Et au niveau des collectivités, c'est pas possible justement de gérer ça? On parle beaucoup de réfugiés en France. Donc on va dire qu'on a un peu le même problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui viennent clandestinement. Donc la France n'arrive même pas à trouver la solution. Nous, on n'y arrive pas non plus. Mais il faut œuvrer au maximum pour arriver à trouver des solutions sur le niveau de l'assainissement et savoir gérer ces clans, ces villages clandestins. Parce que comment on peut donner de l'assainissement à un village clandestin? Ça veut dire qu'on vous autorise d'y être. Donc il y a quelque chose qu'il faut voir, faire évoluer pour qu'on résolve ce problème. C'est ici que s'achève la première partie des rendez-vous de l'info. On se retrouve juste après la pub pour la deuxième partie. Bonjour à tous, c'est Ornella Perrine, votre Miss Météo sur KTV. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 19h35, juste après le JTM et aussi pendant le week-end. À bientôt!
retour. Temps de parole à la radio et à la télévision, c'est le matin dans la matinale. Et puis, temps de parole, c'est aussi à la télévision, le soir à 19h40 sur KTV, juste après le journal. Temps de parole, c'est quoi? Eh bien, c'est un temps de parole donné à tous ceux qui veulent prendre la parole. Tout le monde a droit à la parole sur Poésie. Temps de parole à 19h40, c'est forcément sur KTV. Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je suis toujours avec mon invité François Chambard qui est formateur des travaux publics et de l'environnement routier. François, on parle d'actualité toujours et encore ? Merci de ton invitation, Amina. Alors on va continuer avec ce sujet. Donc on parlait juste avant la pub de ces personnes justement qui selon vous viennent à Mayotte pour chercher un avenir meilleur, une vie meilleure. Et on voit ce sujet qui va suivre avec ces départs volontaires des personnes qui sont ici à Mayotte, des étrangers qui demandent à rentrer chez eux. Et on regarde ce reportage pour comprendre comment ça se passe. En partenariat avec les agences de voyage et la compagnie maritime, les personnes qui ont entrepris les démarches pour quitter le territoire sont reconduites à la frontière. Pas plus tard qu'hier, 2 départs volontaires ont été effectués à destination des îles voisines. Des demandes auxquelles l'État se doit de répondre favorablement à moins qu'elles ne représentent un danger pour le demandeur. En effet, récemment, parfois risqué, une jeune maman accompagnée d'un enfant de 3 ans déshydraté s'est présentée aux autorités. Mais au vu de l'état de santé de l'enfant, les autorités l'ont orienté vers le CHM. Les motifs qui poussent les individus à quitter le territoire seraient liés à la difficulté qu'ils rencontrent pour mener une vie décente à Mayotte. Au niveau de l'enquête, nous essayons quand même d'être beaucoup plus prudents en essayant de vérifier tant qu'on peut pour savoir vraiment qu'est-ce qui motive son départ. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous ne voulons pas non plus être comme une agence, parce qu'en gros, il y a certains qui ont l'impression que peut-être la police nationale, il s'agit d'une agence, loin de là. Donc à partir de là, on met une enquête approfondie pour savoir vraiment la raison pour laquelle la personne se présente en nous disant qu'il n'a pas de pièce d'identité et qu'il veut rentrer donc chez lui. Effectivement, des centaines de familles s'entassent chaque année dans des bidonvilles situés dans des zones inaccessibles en hauteur des villages. Leurs conditions de vie sont bien souvent inhumaines et ne ressemblent en rien à l'Eldorado espéré. Pour la police, aux frontières, il ne s'agit pas de départ volontaire mais d'obligation de quitter le territoire. Ces personnes étant en infraction par rapport à leurs conditions de séjour, les agents de la PAF procèdent à une simplification administrative pour leur reconduite à la frontière. C'est une obligation de quitter le territoire, puisque dans le règlement transfrontière, il faut un passeport en cours de validité et un visa, puisque ces gens ne sont pas venus régulièrement à Mayotte. Et donc, on est obligé en support pour que la compagnie aérienne ou la compagnie maritime, dans le cadre de l'éloignement, les prenne en charge. On leur donc notifie une obligation de quitter le territoire de Mayotte. Il y a des périodes où les départs volontaires sont plus nombreux, comme en période de ramadan ou de vacances. Ainsi, en moyenne, 4 à 8 personnes en situation irrégulière quittent Mayotte chaque jour. Quant à savoir s'ils reviennent plus tard, difficile d'y répondre avec exactitude. Des départs volontaires qui sont liés à beaucoup de choses, d'une vie qui n'est pas forcément celle à laquelle on s'attendait, des personnes qui veulent rentrer chez eux pour X raisons. Comment vous voyez les choses après ce reportage, François ? D'après ce que je connais, il y a multiples raisons. Il peut avoir un mariage, un décès ou une volonté de rentrer à la maison, mais souvent c'est pour une grande chose qu'on rentre à la maison. Et comme on aime le dire, être clandestin, c'est comme la barge de Mayotte. C'est l'aller payant et le retour gratuit. C'est-à-dire ces personnes profitent de ces départs volontaires pour rentrer ? Je n'ai pas d'argent. Je suis en train d'être en difficulté sur Mayotte. J'ai un événement qui va arriver chez moi. Et j'ai un moyen de partir gratuitement. Pourquoi je paierais le billet ? Donc oui, mais pour nous c'est quand même une bonne chose, c'est des personnes qui repartent. De toute façon, soit on les fait par arrestation, s'ils le font volontairement. Effectivement, ça a été dit dans le reportage qu'il ne s'agit pas de départ volontaire, mais d'une reconduite, en fait, d'un départ forcé. Ils doivent partir et quitter le territoire parce qu'ils ne sont pas en règle, justement. Donc l'un dans l'autre, au final, le résultat est le même.
J'en entends parler, et souvent on dit, de toute façon pour le retour, je sais comment je ferai. D'accord. C'est des choses que vous avez déjà eu À entendre. Oui. À entendre. D'accord. Voilà, on s'occupe de l'aller et le retour, on verra. Alors François, on l'a dit également, des personnes qui arrivent ici à Mayotte en s'imaginant avoir une vie de rêve, on va dire, c'est un Eldorado souvent pour ces personnes qui arrivent et se rendent compte qu'au final, la vie ici n'a rien à voir avec leurs illusions, leurs pensées initiales. Je pense qu'il y a eu une belle époque. Mhm. Il y a eu une époque où ça valait le coup de venir. Et que maintenant, ce n'est plus pareil avec la répression qui est faite, la chasse aux clandestins. Mais je me rappelle à l'époque où je suis arrivé, c'était quand même assez libéral et c'était les clandestins qui faisaient marcher l'économie du pays. D'accord, c'est-à-dire Parce que y a quand même plus de clandestins dans l'île que de Mahorais qui sont partis en France. Donc l'île est acquise, là. Les Mahorais n'est pas présent en fait. Très peu. Et donc c'est bien le clandestin qui fait l'île. Et si on empêche le clandestin de travailler, c'est compliqué. D'accord. On va passer à notre sujet, François, à la numérisation des actes civils. Donc, c'est quelque chose qui est bien en marche, qui est bien parti à la mairie de Mamoudzou. Avec cette numérisation, les choses seront facilitées. On regarde ce reportage pour comprendre comment ça va se passer. Travailler derrière des ordinateurs et non derrière ces grandes armoires remplies de papier poussiéreux. Les agents d'état civil attendaient cela depuis longtemps. La numérisation des actes civils représente une véritable bouffée d'air. L'ensemble des registres archivés seront numérisés afin d'éviter le stockage manuel. Ainsi, la Banque d'archives de Strasbourg a envoyé un agent à Mayotte afin de numériser 50 000 actes civils de la commune de Mamoudzou. Ça consiste en fait à d'abord faire la capture des images, donc des registres tels qu'ils sont. Et donc là, c'est une image brute. Après, il y a un découpage par acte. Chaque acte va être logé dans un fichier particulier. Lors de cette étape-là, on va également donc procéder au traitement de l'image. On va donc la nettoyer, on va donc également l'indexer pour pouvoir la retrouver facilement. Ça consiste vraiment à avoir la totalité en images de tous les actes pour pouvoir gérer beaucoup plus rapidement l'ensemble des problèmes administratifs de n'importe quel citoyen. Un travail minutieux, précis et technique qui prendra entre 1 mois et 1 mois et demi. À environ 11h30 ce matin, plus de 3000 actes civils étaient numérisés comprenant actes de naissance, de décès, de mariage ou reconnaissance de dation de nom. Une fierté pour le deuxième adjoint au maire qui explique tenir les promesses tenues durant la campagne municipale. Vous voyez le travail qui est en train de se faire par nos agents à côté, courageusement d'ailleurs, parce que vous imaginez toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Vous imaginez aussi les conditions sanitaires, parce que quand même il y a de la poussière dans ces documents qui peut un peu dégrader la situation, enfin en tout cas l'état de santé de nos agents. Nous allons d'ici quelques semaines voir disparaître tous ces inconvénients, toutes ces contraintes et toutes ces difficultés. La modernisation de l'administration communale est bel et bien en marche pour le plus grand bonheur de tous. Une procédure nouvelle ici à la mairie de Mamoudzou avec des actes qui vont être numérisés. C'est quand même une bonne chose, François, n'est-ce pas ? Ah, tout à fait, c'est une très bonne chose parce qu'on ne peut plus passer à travers. Le monde entier est numérisé. Donc c'est tout du 01, du 01, du 01. Mais au moins c'est enregistré. Il y a des grottes immenses dans le monde entier où les données sont gardées, tenues au frais et à des sites différents. Donc dès que ça a été numérisé, c'est mis sur des systèmes où la donnée va être enregistrée à plusieurs endroits. Même s'il y a un grave accident quelque part, on retrouvera l'information. Que si on a un support que papier, on imagine un incendie. Bien sûr. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais on imagine un incendie. Et du coup, plus personne n'aura aucune trace. Donc c'est très important de numériser. Alors on parle aussi de ces longues files d'attente qui vont justement ne plus avoir lieu, parce que maintenant qu'il y a la numérisation, on viendra aussi plus tard avec cette possibilité d'avoir des actes plus facilement. C'est quand même bien pour la population qui aujourd'hui a encore du mal, malgré les travaux faits par la CREC, on l'a vu, encore du mal à se procurer certains actes. Oui, d'accord. Mais en tous les cas, ça ne sera pas un bien pour le clandestin. Parce que le clandestin peut dire j'ai le papier là-bas. Que là maintenant, directement, taper sur ordinateur, on saura tout de suite si, oui ou non, c'est un Mahorais ou pas. Donc, alors c'est bien pour le contrôle,
C'est bien. Donc là, c'est pour tout type d'actes, hein. C'est acte civil, Oui. naissance, mariage. Une liste bien sûr. Après, par Internet, on pourra avoir accès, comme moi, par exemple, qui suis métropolitain. Je vais sur Internet, je ressors mon casier judiciaire, je ressors mon extrait de naissance, je ressors tout. Bien entendu que c'est la démarche logique. Alors aujourd'hui, vous, à Mayotte, vous avez déjà eu à demander des actes en mairie, par exemple? N'étant pas né ici, non, je n'ai jamais eu à faire ça. J'ai simplement mon mon passeport que j'ai fait faire ici. C'était compliqué? Très simple. Très simple. Et justement, c'est numérisé. D'accord. C'est envoyé directement par informatique en France, c'est traité. Et une semaine après, on a son passeport. D'accord. Alors, je vous propose, François, de terminer avec ce sujet. Un éventuel rapprochement entre Mayotte et Cuba, c'est possible, d'après ce que nous dit certains entrepreneurs qui sont déjà installés là-bas. On regarde ce reportage. Cuba, sa population, son histoire, sa culture et son folklore, cette île de tous les fantasmes fait rêver et offre aujourd'hui des opportunités sans pareil. Mayotte et ses habitants pourraient y voir un partenaire de choix, comme nous l'explique cet entrepreneur qui fait la navette entre l'île aux lagons et la reine des Antilles. Il y a 5 ans, on a suivi un produit on fait la promotion de tuiles en bois, de Bardot, qu'on fait beaucoup ici. Donc on en a fait beaucoup aussi à Mayotte. Et donc ces Bardons étaient vendus jusqu'à Cuba. Et on a suivi le produit et on a vu que le marché était très porteur pour notre bureau d'études et on s'est installé là-bas. C'est plutôt les savoir-faire qui vont pouvoir se vendre ou les produits à forte valeur ajoutée. Je parlais des langues, c'est de la vanille. Ils sont demandeurs de ce type de produit. Et en même temps, les savoir-faire dans l'agriculture, il y a des savoir-faire ici importants qu'on a développés qui peuvent facilement s'exporter à Mayotte parce qu'il n'y a pas vraiment de problème de transport. Après, le reste, c'est de la logistique. Nous, on envoie des containers de bois qui partent de Mayotte ou qui partent de Havre. Ça ne va pas changer grand-chose. D'ailleurs, on peut même souvent trouver des possibilités pour que ce soit économique. C'est sûr que vendre des produits, ce sera plus difficile, mais les savoir-faire, ce sera facile. À l'instar de Cuba, Mayotte est un joyau qui ne demande qu'à s'épanouir. Les similitudes qui rapprochent les deux îles sont nombreuses, comme le confie cette ressortissante cubaine. Mi isla es parecida a esta isla, Mayotte. Es una isla de vegetación, de frutas, de cosas naturales. Las mujeres aquí me gusta porque son fuertes para el trabajo, un poco parecido a Cuba, para el trabajo, para el desarrollo, para la familia, que he visto que hay muchos niños y es muy, muy lindo, me gusta. Puede haber intercambio en todo, en cultura, en baile, en todo. En política también, que es muy bueno. También en la educación, para la medicina, para el estudio, para el desarrollo económico de todos los países. Ce jeudi, une conférence doit se tenir pour aborder avec des entrepreneurs locaux les possibilités d'échange qui existent entre Mayotte et Cuba. Moi, mon objectif, c'est surtout d'aider les PME à aller sur place. Les grands groupes, ils n'ont pas besoin de moi. Mais les PME, ils peuvent s'installer au jour d'aujourd'hui parce que c'est un pays qui va grandir. Et ce qui les intéresse, c'est pas l'argent, c'est le savoir-faire des gens. Bon, bien sûr, on a communiqué avec la CCI, avec les membres de la CCI, avec le club export local, parce qu'il y a quand même des exportateurs à Mayotte. L'objectif de cette conférence, c'est une conférence où on va projeter un document qui a été fait, un PowerPoint, qui dure une vingtaine de minutes, qui a été fait bien sûr en parallèle avec l'État cubain et la France, qui explique Cuba, qu'est-ce qu'est Cuba, comment fonctionne Cuba, et les opportunités. Et on va lister en fait toutes les opportunités, parce qu'ils sont capables d'acheter des carcasses de pneus. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un à Mayotte qui est spécialiste dans le rechappage, qui veut s'installer et vendre des produits là-bas, il pourra. Et nous, on a l'avantage, et moi je vais intervenir parce que j'ai l'avantage d'avoir monté un réseau important sur place pour introduire les entreprises. Et on ne fait pas simplement la promotion de Cuba. Nous, on va vraiment simplement aider les gens à avoir des contacts sur place rapidement et même répondre à des appels d'offres. C'est l'objectif de cette conférence, c'est qu'ils sachent que c'est intéressant d'y aller et on espère bien organiser un voyage d'affaires avec des chefs d'entreprise mahorais. Cet échange de bons procédés pourrait donc voir le jour dans les prochaines années et permettre à ces deux îles d'avancer dans la voie du développement. Des échanges de tout type entre Cuba et Mayotte, économiques, des échanges de savoir-faire. Vous y croyez, François ? Vous qui êtes entrepreneur et qui avez l'habitude de voyager ? J'y crois difficilement. La seule chose qui nous rapproche, on va dire, c'est que nous sommes des îles. La mentalité n'est pas du tout la même.
J'ai eu l'occasion de vivre aux Antilles, je sais comment ça fonctionne. Le savoir-faire, je veux dire plus près que nous, il y en a aussi. Mais que l'idée que l'océan Indien vienne rencontrer le Pacifique, qu'il y ait des échanges au niveau de la connaissance, des techniques de plantation, de lilang, des choses comme ça. Oui, ça peut être que intéressant. Et plus on trouvera de partenariats, et plus on trouvera de personnes dans le monde, mieux c'est pour le pays. Et pourquoi vous n'y croyez pas alors? Je n'y crois pas par rapport à la distance. D'accord. On n'a pas ni vol direct, ni bateau direct, ni rien de direct. Même si on dit que c'est pas très loin, il faut passer par. C'est quand même la distance qui est importante. Il y a la langue. Il y a des choses. J'ai pas dit que je n'y croyais pas, j'ai dit c'est bien. Il faut le répéter avec beaucoup de monde. Mais je ne pense pas qu'il faut rêver d'un grand pas en avant. D'accord. Alors vous qui avez l'habitude de voyager, quelles sont les contraintes par exemple que comporte ce type de partenariat? Comment faire pour que justement Mayotte se rapproche de Cuba et que toutes ces contraintes que vous avez évoquées ne soient plus effectives? On va en revenir sur le biais de l'informatique. C'est les supports technologiques qui peuvent permettre de nous rapprocher par des échanges, surtout informatiques. Donc ce ne serait pas forcément des échanges physiques, mais des échanges via le numérique? On doit toujours se rencontrer un jour ou l'autre. Il faut bien avoir des déplacements et puis montrer ses techniques. Et puis peut-être que les personnes d'ici doivent aller voir là-bas pour dire comment on peut adapter la technique. Il y a des choses à faire. Mais... Cuba, c'est bien parce qu'on a eu le président qui est passé récemment, donc on en parle. Bien sûr. Mais je veux dire, il y a beaucoup d'endroits où la démarche peut être la même. Il n'y a pas que Cuba, mais c'est bien qu'il y ait eu un rapprochement vers Cuba, puisque c'est quand même nos voisins des Antilles, et qu'on s'apprécie bien. Alors on va maintenant parler un peu de vos activités, François. Donc vous êtes formateur des travaux publics et de l'environnement routier. En quoi cela consiste très exactement? Donc l'idée est née quand j'étais sur Gazidja, où il y a un très très gros problème sur le problème routier, de son assainissement, de l'eau potable, sans parler de l'électricité. Et j'ai l'idée que pour comprendre son quartier, son réseau, son problème routier, ses assainissements, l'électricité, tout ça, il est important d'avoir des personnes qui se sont responsabilisés et qui gèrent leur petit secteur, leur petit ou grand secteur, le cantonnier. Le cantonnier qu'on avait autrefois, qui a disparu, il voit une flaque d'eau, il va faire une saignée pour que l'eau ne reste pas sur la route, qui saura faire un bilan de son secteur. Pour gérer les choses au fur et à mesure, avant qu'elles ne s'aggravent. Demander à la DE d'intervenir, et ainsi de suite. Donc l'esprit de formation, c'est faire comprendre comment fonctionne tout ce qui est au sol, la route, le trottoir et tout ce qui est dessous. D'accord. Donc mes formations sont concentrées qu'à ça. Moi je ne m'occupe pas des bâtiments. C'est simplement remettre en place des outils qui permettent de gérer son patrimoine routier au prix le minimum. De plus, maintenant il y a des nouvelles technologies qui sont nées. J'étais au salon à Paris dernièrement sur comment faire des routes sans faire des couches d'enrobés énormes comme on fait actuellement, puisque le pétrole et le réchauffement de la planète, on fait attention actuellement. Donc il y a des nouvelles technologies que je veux exposer et montrer aux décideurs et pour comment gérer son patrimoine moins cher. Alors justement, ça va passer par qui, par quoi? Comment vous allez vous y prendre pour justement faire ces formations? Qui vous visez très exactement? Quel est votre public? Mon public, c'est... Tout d'abord, je souhaite faire de la formation appliquée. La formation appliquée, ça veut dire que je rencontre des entreprises d'abord qui ont des besoins, des communes, des collectivités qui ont des besoins. Et par rapport à ça, on adapte des formations qui répondent à leurs besoins. D'accord. Pour faire de l'intégration, ça veut dire formation, mais après on va sur le terrain et on met en place les choses. Et pour les entreprises, c'est être sûr qu'il a suivi un stage de sécurité, qu'il sait baliser un chantier, qui ne sera pas écrasé par un engin parce que c'est le faire reculer, et ainsi de suite. C'est simplement de la formation, de l'information et de la mise en pratique sur le terrain, et accompagner, et peut-être de l'apprentissage. Alors en parlant du terrain, comment vous voyez les routes de Mayotte? Sincèrement, les routes, dans quel état elles sont? Bon état, mauvais état? Alors je dirais que les routes à Mayotte sont exceptionnellement bien arrangées, sur le réseau principal. Les réseaux secondaires,
sont quand même pas si vilains que ça. Il faut dire que je suis déformé en vivant aux Comores. Je trouve que la route est magnifique. D'accord. Donc il y a eu beaucoup d'efforts de fait et c'est très bien. Mais il y a encore des choses à faire. Et il y a encore des choses à faire. Et comme je dis, à savoir l'entretenir. Parce que l'avoir refait, c'est bien. Mais si c'est pour la laisser dégrader et que dans 2 ans, il faut la refaire, donc il faut savoir l'entretenir, savoir la surveiller, savoir la comprendre. Donc voilà tout l'enjeu de ma formation. Merci beaucoup François pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes formateur des travaux publics et de l'environnement routier. C'est ici que s'achève cette émission, les rendez-vous de l'info. Je vous donne rendez-vous demain pour une émission spéciale. Vous saurez pourquoi. Rendez-vous à demain pour de nouvelles infos avec de nouveaux invités.